Chapitre 5. Influence de tiers et propriété des droits économiques des joueurs par des tiers. Article 18 bis à 18 ter. Ces deux articles, le 18 bis et le 18 ter, se ressemblent beaucoup. Il est important de les identifier et de les différencier car c'est vraiment de la matière à examen. Les deux parlent d'une influence interdite que peuvent avoir des tiers parties sur l'acquisition d'un joueur pour des clubs. D'abord, on a le 18 bis. Il est interdit pour un tiers d'avoir de l'influence dans la gestion et les décisions sportives d'un club. Par exemple, on va dire qu'il y a un tiers qui oblige le club à ne pas faire jouer un joueur pour un match. Ou alors, il peut dire, bon d'accord, vous avez le droit d'acheter ce joueur-là, mais vous avez l'obligation de vendre celui-là à ce club-là. Et quand je parle de tiers, je peux parler, ça peut être un club rival, un club qui est dans la même ligue par exemple, ça peut être une compagnie externe qui est là et qui donne de l'argent d'une certaine façon, qui donne conseil. Alors en vrai, ce tiers parti, quelle que soit l'institution, elle n'a pas le droit de se mêler des décisions que le club veut entreprendre avec un joueur. Ensuite, vous allez avoir le 18 ter. Celui-là, il prend en compte les décisions économiques qu'un tiers peut avoir ou qu'un tiers peut interférer dans les décisions d'un club. Encore une fois, c'est totalement interdit, donc ils n'ont pas le droit de faire ça, de décider économiquement à la place que le club. Par exemple, ça peut être une décision de comme vous allez acheter un joueur, mais nous on va avoir le droit d'un pourcentage de son contrat, donc ces droits économiques du joueur ils vont nous appartenir à nous. Ça aussi c'est totalement interdit et ils n'ont pas le droit de le faire. Ces deux articles très importants, donc si vous comprenez pas ces deux articles là, ce chapitre là, n'hésitez pas à m'écrire, on peut en reparler, on peut trouver des exemples, vraiment aidez-vous pour réussir à comprendre parce que je vous dis c'est quelque chose qui va apparaître dans l'examen. Chapitre 6. Dispositions spéciales relatives aux joueuses. Article 18 quater à 18 quinquis. Ce chapitre est plus dédié au football féminin. Ces articles, ils ont le but de protéger les joueuses en cas où elles tombent enceintes ou alors elles deviennent maman. Si un club met fin à un contrat à une joueuse seulement parce qu'elle est tombée enceinte ou elle va devenir maman, alors là, c'est considéré comme une résiliation sans juste cause. Une joueuse qui tombe enceinte, elle peut continuer à s'entraîner et à jouer des matchs jusqu'à ce qu'elle considère que sa santé est en danger et que la santé de l'enfant qu'elle porte est aussi en danger. Quand elle décide qu'il est temps d'arrêter de jouer, alors le club a l'obligation de lui proposer de faire d'autres activités au sein du club en continuant d'être payée avant qu'elle puisse prendre ses congés maternité. Elle va continuer à travailler mais elle va plus faire du sport en gros. Ça va lui permettre de pas tout de suite partir en congé maternité. Elle a le droit durant sa grossesse, quand elle n'est pas encore partie en congé, de prendre des congés maladie avec la preuve d'un certificat médical pour qu'elle puisse prendre des jours pour se reposer avant qu'elle puisse prendre son congé maternité. Un club a l'interdiction de forcer ou d'obliger des joueuses à prendre ou à leur instaurer des dates de quand est-ce qu'elles doivent partir en congé maternité. C'est elles-mêmes qui choisissent quand est-ce qu'elles vont partir. Ensuite, quand c'est bon, elle a l'enfant est né et que la joueuse reprend au fur et à mesure ses activités sportives, elle a le droit d'allaiter à l'enceinte du club son enfant. D'habitude, dans ces moments-là, quand une jeune joueuse a son enfant avec elle, elle a encore la garde de son enfant et qu'elle doit travailler au club, alors le club met à disposition des zones dans lesquelles elle peut donner du lait sans aucun problème. Les clubs doivent respecter le cycle menstruel des joueuses. Si une joueuse, elle veut prendre congé, elle est totalement dans ses droits. Par contre, elle doit toujours avoir un certificat médical et le club a une interdiction de lui faire une réduction du salaire des jours qu'elle va être absente pour des raisons de santé menstruelle. Chapitre 7. Transferts internationaux de joueurs mineurs de l'article 19 à 19 ter. Bon, c'est juste deux articles, mais je pense que c'est des articles vraiment importants pour la révision. Peut-être je me répète depuis le début de la vidéo, mais je peux vous dire que c'est quelque chose aussi de très important de savoir vraiment le transfert de mineurs, surtout à niveau international. Vous allez voir, il est très simple, il est très bien expliqué. Moi, de mon côté, je vais essayer de mieux l'expliquer pour que vous puissiez avoir une très bonne compréhension. Ça parle de transferts internationaux de mineurs, donc tout type de joueurs qui ont moins de 18 ans. De niveau international, eh bien, ces types de transferts-là sont totalement interdits. Donc, si vous avez déjà votre pépite en vue, qu'elle soit en Afrique ou soit en Amérique
d'Amérique latine et que vous avez l'intention de l'envoyer en Europe, eh bien sachez que c'est totalement interdit pour le moment. Par contre, il y a 5 exceptions à la règle qui permettent un transfert de mineurs à niveau international. Donc d'abord, exception numéro 1, si les parents du joueur déménagent dans un autre pays pour des raisons autres que football, alors là, il n'y a aucun souci, le transfert de mineurs peut être effectué. Si je donne un exemple, c'est si le père c'est un architecte américain et qu'il a des projets au Brésil ou alors en Espagne, toute la famille va se déplacer pour le travail du père et c'est là où le transfert du joueur il pourra être donné. Ensuite, si le joueur il a entre 16 et 18 ans et le transfert se fait dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen, alors là il peut avoir un transfert international. Par contre, le club qui reçoit le joueur, il doit respecter certaines contraintes pour que le joueur puisse jouer dans ses installations. D'abord, le club doit fournir aux jeunes une éducation et une formation de football. Ensuite, le club il doit offrir aux jeunes une éducation académique, aussi former le jeune pour une profession en cas où le jeune il arrête le football. Le club doit aussi offrir aux jeunes un hébergement, ce qui peut être une famille d'accueil ou sinon un centre d'hébergement pour jeunes qui appartient au club. Et il doit avoir un tuteur ou alors un contact directement lié au club qui va pouvoir être en contact avec le joueur et s'il y a quoi que ce soit, ça va être le premier qui va pouvoir s'en occuper. Et ensuite, le club doit aussi envoyer à l'association du pays dans lequel le club est, qui respecte toutes les contraintes, tous les points mentionnés précédemment, qu'il peut effectivement bien recevoir le jeune joueur. Bref, continuons avec les exceptions. On est rendu à la troisième. Le joueur qui vit dans un pays A et que ce pays-là est en frontière avec le pays B, alors le joueur, il peut aller jouer dans le pays voisin si lui, comme joueur, il vit à moins de 50 km de son domicile à la frontière. Donc, c'est vraiment 50 km de chez lui. Attention, il doit vivre chez ses parents par contre, donc 50 km jusqu'à la frontière. Et le club, il doit être à une distance de 50 km de la frontière aussi. Donc en total, le joueur de son domicile au club, il doit réussir à parcourir un total maximum de 100 km pour qu'il puisse jouer du pays A au pays B. Par contre, dans ce cas-là, les deux associations, elles doivent être totalement d'accord que le joueur peut jouer dans l'autre pays. Quatrième contrainte, et bien alors là, c'est quand le joueur, il doit fuir son pays et il doit venir se réfugier dans le nouveau pays dans des cas plus géopolitiques, dans des cas un peu plus compliqués. La FIFA laisse le joueur jouer dans un pays parce qu'il sait qu'il ne pourra plus venir jouer dans son pays. Et dernière exception, c'est si un mineur il part étudier à l'étranger, alors là il peut jouer dans un club amateur par contre, il n'y a aucun souci, mais il peut juste jouer une seule année et ça ne doit pas déplacer ses 18 ans. Après 18 ans, là il rentre comme un joueur majeur, donc les règles vont changer. Bref, ensuite continuons avec le transfert international de mineurs. Quand un enfant il a moins de 10 ans, il doit avoir l'approbation de la chambre du statut du joueur du tribunal de football pour qu'il puisse permettre à ce joueur-là d'avoir son premier enregistrement dans le pays dans lequel il habite qui n'est pas le sien. Par contre, il doit donner une preuve qu'il a vécu dans ce pays-là pour un minimum de 5 ans. Un club qui enregistre chez lui un mineur, alors il doit prouver et il doit veiller qu'il peut offrir une éducation académique ou sinon lui offrir une autre possibilité de profession en cas où le football c'est pas pour lui. Et aussi le plus important, c'est que le club il doit démontrer qu'il est dans la capacité et il a les mesures prêtes pour protéger le mineur en cas de tout type d'abus. Quand le club possède une académie de mineurs, donc il forme des jeunes, par exemple on va prendre celle du Barça, la Masia, le club a l'obligation de déclarer tous les enfants qu'il possède dans son centre de formation. Si on reprend l'exemple de la Masia, donc là il va tous les déclarer à l'association espagnole de football. Un club de foot peut aussi travailler en partenariat avec une académie privée. Par contre, ils doivent toujours respecter certaines conditions pour que le partenariat puisse continuer et puisse réellement prospérer. D'abord, quelque chose de simple, ils doivent déclarer la collaboration du club et de l'académie privée à l'association du pays. Ensuite, l'académie privée, elle doit aussi déclarer tous les joueurs qui sont inscrits chez eux, être sûr qu'ils possèdent des mesures de protection envers les mineurs. Donc, on revient encore sur la protection des mineurs. Et il doit toujours être prêt à déclarer tout comportement malsain et protéger les jeunes de tout type d'abus.
Les associations doivent toujours déclarer à la FIFA tout mineur qui fréquente une académie dans leur territoire et que cet enfant-là, il n'est pas né dans ce pays-là ou alors qu'il n'a pas vécu plus de 5 ans encore dans le pays dans lequel il joue. Donc là, on arrive à l'article 19 ter. Là, on va parler des mises à essai. Bon, en règle générale, tout type de joueur a le droit de faire des mises à essai pour un temps défini dans un autre club si le club dans lequel il joue actuellement donne leur autorisation écrite. Le club qui reçoit le joueur chez lui pour faire les mises à essai, alors il doit toujours offrir des soins médicaux en cas de blessure et couvrir des frais liés à sa blessure. Un joueur de 21 ans et moins, lui, il peut faire un maximum de 8 semaines par club pendant la même saison pour des mises à essai. Alors que les joueurs qui ont plus de 21 ans, c'est un maximum de 3 semaines par club. Le joueur, bien sûr, il ne peut pas être payé pendant qu'il fait ces mises à essai là. Quand c'est un jeune mineur qui fait des mises à essai, alors là, il y a des conditions additionnelles qui doivent être pris en considération. D'abord, un jeune joueur, il peut commencer à faire des mises à essai à partir de l'année de son 16e anniversaire du jeune. Donc par exemple, si un jeune, son 16e anniversaire c'est au mois de novembre, il peut commencer à faire des mises à essai à partir de janvier, février ou mars parce que c'est l'année dans laquelle il va avoir 16 ans. Quand un jeune vit en Europe et le club dans lequel il va faire la mise à essai est aussi en Europe, alors là, il peut commencer à faire des mises à essai à partir de 15 ans. Les parents aussi, ils doivent donner leur accord, leur approbation que le jeune joueur va faire des mises à essai. Encore une fois, un employé du club doit s'occuper de lui, il doit être son point de contact en cas de besoin. Le club doit aussi permettre d'offrir des conditions de vie et un hébergement adéquat pour accueillir l'enfant. Et par exemple, si tu as un jeune, il joue dans un club amateur, alors il doit aussi être tenu au courant que son joueur, il va faire des mises à essai dans un nouveau club. Un jeune joueur, il peut au maximum faire 8 mises à essai par année. Donc au total, un jeune joueur, il peut faire 16 semaines de mise à essai par année civile. Chapitre 8. Indemnité de formation et mécanisme de solidarité, articles 20 et 21. Bon, le chapitre 8 est assez court et assez simple. Et ce qui est important à savoir, c'est que dans le document, l'annexe 5 parle beaucoup plus de ce thème-là, indemnité de formation, mécanisme de solidarité. Mais en gros, si je dois l'expliquer un peu de quoi ça parle. Alors d'abord, un joueur qui est enregistré pour la première fois comme étant un joueur pro. Alors les anciens clubs formateurs, les anciens clubs qui ont formé le joueur au fur et à mesure, eh bien ils toucheront une indemnité de formation. Et aussi ces mêmes clubs-là recevront de l'argent pour chaque transfert du joueur jusqu'à ses 21 ans. Attention parce que ça ne s'applique pas au football féminin. Chapitre 9. Compétences. Donc la FIFA, elle aussi, elle a des compétences et elle a des pouvoirs qui peuvent être utilisés lorsqu'il y a des conflits entre plusieurs individus ou institutions, que ce soit dans le transfert ou dans les paiements. Donc d'abord, ils peuvent résoudre des problèmes, des litiges, des conflits entre les clubs et les joueurs. Donc s'il y a problème dans la demande d'un certificat international de transfert du joueur, ils peuvent intervenir. À ce moment-là, alors la FIFA, elle va résoudre le problème. Quand le litige, lui, il est de niveau international entre un club et un joueur, alors ils peuvent aller jusqu'à la Chambre nationale de résolution de litige reconnue par la FIFA du pays pour tout problème lié au droit du travail. La FIFA peut aussi résoudre des conflits liés aux formations et les mécanismes de solidarité entre les clubs et les associations différentes. Lorsque des décisions sont prises, tout doit être inscrit dans un document pour garantir tout ce qui a été dit et tout ce qui a été signalé. Dans ce document-là aussi, il va avoir les conséquences s'il n'y a pas de paiements qui ne sont pas liés à la résolution du litige. Donc voilà, pour moi, on finit les 10 chapitres sur le règlement du statut et du transfert des joueurs. Donc vous voyez, c'est un document vraiment rempli de matière, rempli d'informations. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de questions liées à ce document, à cette partie-là. Mais rappelez-vous, le document n'est pas encore fini. Il y a encore la partie annexe. Donc c'est vraiment 5 annexes assez costauds, assez importants aussi, qu'il faut prendre en charge, prendre en considération. Des fois, quand on voit que c'est un annexe d'un document, on prête pas autant attention. Mais là, vraiment, je peux vous dire qu'il y a aussi beaucoup de questions qui vont venir de l'annexe. Donc en attendant, je vous conseille de relire de votre côté le chapitre si c'est pas déjà fait. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit que le document ou le document complet vous l'avez déjà lu plusieurs fois et que vous attendez juste mes vidéos. Merci encore, ça fait vraiment plaisir. Suivez-moi sur Insta, sur TikTok, n'hésitez pas à m'écrire aussi si vous avez des questions. Moi sur ça, je vous laisse, je vous souhaite une bonne révision et moi de mon côté, je vais préparer la vidéo sur la partie annexe. Donc sur ça, je vous laisse.